Juste, vous pourriez peut-être préciser les financements de l'OIT? Alors le financement, bon, les règles sont un peu complexes, mais je vais vous le faire de manière schématique. L'OIT est une agence de l'ONU, je ne l'ai peut-être pas précisé depuis la Deuxième Guerre. Donc c'est une agence de l'ONU au même titre que d'autres agences, l'OMS qui est une autre agence un peu plus connue, l'Organisation mondiale de la santé. Donc les États, à côté de l'Assemblée générale des Nations unies, de l'ONU, la maison mère, les États se sont dotés d'agences spécialisées au sein de l'ONU avec des objets particuliers, l'OMS sur la santé, l'OIT sur le travail, etc., etc. Donc son mécanisme de financement est le même qu'à l'ONU, c'est-à-dire qu'il y a une grille de contribution, de cotisation venant des États. Alors une grille qui tient compte de la richesse produite dans le pays, du nombre d'habitants, de coefficients peut-être bien continentaux. Enfin, il y a une règle de calcul et qui est aussi à géométrie variable suivant les continents et les richesses des pays. Ça, c'est je dirais, ça appartient aux États, c'est eux qui ont fixé la manière à ce que chacun apporte sa contribution. À côté de ça, il y a aussi ce qu'on appelle des contributions volontaires. La France en fait partie, comme d'autres pays parmi les plus riches, on va dire, à l'échelle de la planète. Bon, comme son nom l'indique, ces cotisations, ces versements complémentaires n'ont naturellement aucun plancher, puisque c'est uniquement sur le bon vouloir des États que ces contributions sont versées. Et s'agissant de la France, mais c'est vrai en règle générale, il y a donc un contrat particulier qui lie l'organisation au pays en question. La cotisation de base, c'est naturellement l'organisation qui la gère elle-même et qui décide d'employer ses juristes, ses cadres, ses chercheurs là où ça lui semble nécessaire. S'agissant des contributions volontaires, il y a un contrat qui est passé pour identifier comment va être plus particulièrement utilisé cet argent. Et pour vous donner un exemple, par exemple, dans les actions que finance donc la contribution supplémentaire de la France, il y a en ce moment un cursus de formation en direction des fonctionnaires du travail dans les pays d'Afrique francophone, par exemple. Ça peut être pour former des inspecteurs du travail, ça peut être pour former des fonctionnaires dans l'administration du travail dans des pays qui, à la fois, sont faibles d'un point de vue administration et faibles d'un point de vue formation. Donc la France contribue à financer ce genre d'action, ce qui permet d'avoir des fonctionnaires internationaux qui se rendent dans les pays concernés, de créer des écoles et de former des fonctionnaires qui, derrière, demain, soit des inspecteurs du travail, soit des contrôleurs du travail, enfin bref, différents postes. Voilà les mécanismes de financement principaux. Oui ? Les représentants que vous avez cités, donc les États, vous avez dit 28, et ensuite 2 fois 14 pour les partenaires sociaux. Comment sont-ils désignés? Et qui sont-ils? Alors, donc, les mandats à l'OIT sont de 3 ans. Donc là, on est sur le mandat 2014-2017. Le mandat arrive à échéance l'année prochaine, au mois de juin. Les mandats sont issus d'une conférence. Chaque année, il y a une conférence annuelle, parce que c'est chaque année, c'est un lapsus, la conférence annuelle. Alors là, qui réunit chaque mois de juin à Genève, au Palais des Nations. Donc là, on prend la grande propriété, on nous prête le Palais des Nations pour l'occasion. Là, les représentants de tous les pays siègent, les 186, ceux qui veulent venir, s'il y en a qui ne veulent pas venir, mais enfin, officiellement, les 186 sont là, et peuvent venir des représentants de tous les syndicats de travailleurs du monde et des représentants de toutes les organisations patronales du monde. Étant donné qu'au moment du vote, ne vote qu'une personne par collège. Une personne pour les syndicats, il y aura un vote pour les syndicats français, un vote pour les organisations patronales françaises et 2 pour le gouvernement. Là aussi, ils ont gardé 50, un quart, vous voyez. Bon. Donc chaque conférence, le gouvernement français, comme tous les gouvernements, a 2 représentants. Les syndicats français, 1 représentant, et les syndicats patronaux français, 1 représentant. Et ça, pour chaque pays. Donc vous multipliez par 4, plus les assistants, etc. Ça nous fait 6000 et quelques, hein, Pierre, 4008, oui, bon, 4008 plus les petits à côté, quoi. Personne. Donc ça, c'est la conférence. C'est là que une convention internationale du travail peut être validée. C'est à l'occasion d'une conférence.
Il y a le travail préparatoire, le Conseil prépare, etc. Mais le texte, pour avoir le statut de traité, doit être validé par les 2/3 de tous ces représentants que je viens d'évoquer, à l'échelle mondiale. Donc ça fait du monde. Et donc tous les 3 ans, à cette conférence, il y a aussi l'élection du conseil d'administration, pour 3 ans. Alors quand je dis élection, pour les États, c'est pas tout à fait juste, puisque eux, c'est un tour de rôle qui est codifié, principalement par ordre alphabétique. Donc ils ont 28 sièges au conseil d'administration. Donc ils vont tourner par continent et par ordre alphabétique, à l'exception de 10 sièges. 28, donc il n'y aura que 18 sièges qui vont tourner. Les 10 sièges permanents, un peu comme le Conseil de sécurité des Nations Unies, sauf que ces 10 sièges sont réservés aux pays réputés comme étant les pays les plus industrialisés du monde. À ce titre-là, ça offre un siège permanent. Et soyez rassurés, la France a toujours à ce titre un siège permanent, donc la France est toujours parmi les pays les plus industrialisés du monde, suivant la grille de l'OIT. Bon. Donc tout ça pour dire que la France a un siège permanent, comme d'autres, les États-Unis, l'Australie, le Canada, enfin. Donc ça c'est pour la partie des États. 10 sièges permanents et 18 qui tournent tous les 3 ans, par ordre alphabétique. Alors après leur grille, ça c'est eux qui se sont mis d'accord sur la rotation. Bon. Les organisations d'employeurs, bon, je dirais, c'est leur cuisine. Je ne sais pas exactement comment ils procèdent. Il doit y avoir aussi des élections chez eux. Enfin, je ne veux pas vous raconter de blagues. Bon. En tout cas, les employeurs désignent 14 représentants. Et pour les syndicats, donc là, c'est le processus qui moi, m'implique. Il y a une concertation entre les syndicats du monde entier par continent. Donc il y a une réflexion, puisque vous imaginez bien qu'il ne peut pas y avoir un représentant par pays. Il y en a 14. Alors même si à côté des 14, on a aussi des adjoints, donc au total on est 33. Il y a 19 adjoints, 14 titulaires. Donc disons qu'on a 33 représentants des travailleurs qui siègent au conseil d'administration, même s'il n'y en a que 14 qui votent. Donc on raisonne sur 33, mais enfin, même avec 33, ça ne fait pas un par pays. Donc il faut organiser une concertation qui se fait par continent, où les syndicats dialoguent entre eux. Chacun réfléchit, chaque pays fait des propositions au niveau supérieur, à l'échelle continentale, et pour ce qui nous concerne, c'est au niveau européen. Donc moi, j'ai été proposé par les syndicats français, d'autres ont été proposés par les syndicats belges, etc., etc. Et au cours d'une réunion européenne, les syndicats discutent entre eux, et si on considère que l'Europe doit avoir 4 ou 5 sièges, se mettent d'accord sur les 4 ou 5 qui seront présentés. Donc ça s'organise aussi plus particulièrement au sein d'une internationale dans laquelle les syndicats français participent, la Confédération syndicale internationale, mais vous avez à l'échelle du monde aussi des syndicats qui ne sont pas affiliés à cette internationale, et qui peuvent aussi, eux, de leur côté, présenter des candidats. Donc à cette conférence, il y a d'une part une liste qui est présentée par la Confédération syndicale internationale, qui a pu coordonner les syndicats de différents continents, mais il se peut que des confédérations nationales décident de poser leur propre candidature, c'est tout à fait possible. Donc s'il y a plus de candidatures qu'il y a de postes à pourvoir, ce sont les 14 qui ont le plus de voix qui sont élus. Voilà. Et donc j'ai été élu parmi les 14. Bon, il y avait 15 candidats, il en fallait 14. Enfin, bon, on ne sait jamais. Hein, voilà. Donc là, c'est un processus, vous voyez, d'élection qui remonte des continents. Que vous dire d'autre sur le mandat? Oui, comme j'ai eu une remarque, il y a quelques jours, je l'ai mis dans le livre aussi parce qu'il y avait aussi quelques commentaires journalistiques à ce propos. Le mandat n'est pas rémunéré à l'OIT. Non, et je le dis parce que certains parfois considèrent que c'est le mot pantouflage a été utilisé il y a pas longtemps. Bon. On use plus les semelles des pantoufles qu'on est assis dans les pantoufles avec ce genre de mandat. Donc voilà sur la mécanique de composition du Conseil. Oui, moi je voulais vous demander, dans les diverses institutions de l'ONU, pas comme par exemple l'OMS dont vous avez parlé, je dirais que tous les membres, théoriquement, travaillent dans la même direction. Enfin, il y a des médecins, il y a d'autres spécialistes, etc. Il y a
des fonctionnaires, mais là, disons, vous êtes quand même travailleur, employeur, donc c'est quand même autre chose. Donc, quels sont à l'intérieur de l'OIT vos rapports entre les syndicats et les employeurs? Et voilà, ça m'intéresserait de savoir. Alors, le principe de fonctionnement, c'est le consensus. C'est-à-dire que le vote est très rare à l'Organisation internationale du travail. On a changé ça il n'y a pas longtemps, l'année dernière, parce qu'on avait un sujet très très polémique à l'intérieur de l'institution. C'était l'attitude à avoir à l'égard du gouvernement du Qatar. Bon, au Qatar, pour vous donner quelques caractéristiques, mais vous avez des informations sur ce plan, mais enfin juste pour avoir quelques données à l'esprit, le Qatar, c'est 2 300 000 habitants, 1 800 000 travailleurs immigrés qui viennent de 130 nationalités différentes. Au Qatar, vous êtes rémunéré non pas en fonction du travail que vous effectuez, mais en fonction de la nationalité d'origine. Autrement dit, vous prenez deux maçons qui sont sur le même chantier, qui manient le même ciment, ils seront payés différemment selon qu'ils soient chinois, népalais, thaïlandais, etc., etc. Ce qui est contraire à un principe de base à l'OIT, qui est loin d'être appliqué de manière universelle, mais enfin c'est un principe qui existe, à travail égal, salaire égal. C'est un principe de l'Organisation internationale du travail. C'est pas un slogan syndical, c'est un principe de droit. Mais encore une fois, il est loin d'être appliqué partout, mais enfin c'est quand même notre point de référence. Donc là, manifestement, c'est une infraction à ce principe de base, travail égal, salaire égal. Mais il n'y a pas que ça au Qatar. C'est-à-dire qu'il y a aussi le principe, alors qui est censé être remis en cause, mais laborieusement, le principe de la kafala, qui est la confiscation du passeport par l'employeur dès que vous êtes recruté. Donc là, vous êtes tout simplement privé de liberté de circulation. Alors ils le font pour deux raisons, c'est-à-dire que s'ils vous recrutent, après que vous ayez payé le recruteur, d'ailleurs au passage, parce que pour être recruté au Qatar, il faut payer un recruteur, ceux qui sont chargés d'aller dans ces 130 pays et de détecter la main-d'œuvre, s'il s'agit des chantiers, des main-d'œuvre physiquement costauds, enfin bref, avec le profil de gens qui peuvent assumer des chantiers très, très difficiles. Donc une fois que vous l'avez persuadé de vous embaucher avec le billet à la clé, un gros billet à la clé, vous êtes amené au Qatar, l'employeur vous confisque le passeport. S'il a décidé de vous recruter pour 3 ans, c'est pour vous empêcher de repartir avant si vous le souhaitez. Vous ne pouvez plus quitter le territoire, c'est l'employeur qui a votre passeport. Et puis le deuxième objectif, c'est pour vous empêcher de changer d'employeur. Si des fois, une fois arrivé sur place, vous trouviez, pourquoi pas, un autre employeur sur le trottoir d'en face qui vous offre 10 ou 15% d'augmentation de salaire par rapport à votre salaire, vous ne pouvez pas parce que vous n'avez plus de papier. Donc vous êtes prisonnier. C'est ce qui caractérise le travail forcé. Vous êtes esclave, quelque part. Donc au Qatar, le syndicalisme n'existe pas, c'est interdit. Et bon, comme la plupart sont immigrés, en plus, en situation, une pression extrême, la moindre velléité de revendiquer est impossible. Donc nous avons déposé, il y a très longtemps, nous avons déposé une plainte, en respectant une procédure interne qui nous le permet, à partir de délégués travailleurs d'autres pays. On a la possibilité de déposer une plainte à l'égard d'un autre État. Il n'y a pas besoin d'être habitant de l'État ou responsable syndical dans cet État. Et donc ça fait 3 ou 4 séances que la situation du Qatar est abordée, avec de multiples témoignages qui sont recensés, parce qu'il arrive quand même que les travailleurs quittent le territoire et reviennent dans leur pays d'origine, donc on a quand même des témoignages, bref, il y a eu aussi quelques enquêtes médias, enfin bon, il y a un certain nombre d'acteurs qui peuvent décrire la situation réelle au Qatar avec des conditions de travail innommables, un nombre de décès sur les grands chantiers considérables, enfin bref, une situation à dénoncer, et pour marquer sa volonté, pour marquer son désaccord avec cette situation dont les travailleurs étaient traités, l'OIT envisage une mission d'enquête. Alors une mission d'enquête pour un pays de l'Organisation internationale du travail, c'est déclarer publiquement à la communauté internationale la situation sociale faite dans ce pays est inacceptable et on va se rendre compte par le détail de ce que c'est réellement. Donc c'est un message très négatif pour le pays. Donc, bon, je vous passe les différents épisodes, mais il se trouve que le Qatar, c'est le Qatar.
C'est-à-dire que, au-delà de son régime, il y a d'autres pays au régime critiquable, il y a une puissance économique, financière, diplomatique importante. Et donc on a vu au conseil d'administration toute une série de pays se faire l'avocat du Qatar sur ces promesses d'amélioration du standard social. Ce sont des promesses qui datent de nombreuses années. Quand un pays nous dit, c'est déjà arrivé, on a eu les Fidji, on s'est d'ailleurs fait aussi avoir par le gouvernement des Fidji, mais enfin, il a fini par capituler. Quand un gouvernement s'engage devant la communauté internationale à programmer un texte de loi pour répondre aux demandes de l'organisation internationale, naturellement, l'Assemblée a tendance à considérer, à tenir compte de cet engagement de cet État. Mais quand ça fait des années et des années qu'on vous parle de promesses et puis rien ne se passe, donc à un moment donné, voilà. Mais malgré ça, une série d'États se faisaient l'avocat du Qatar au motif que le gouvernement avait déclaré à multiples reprises qu'il s'engageait à améliorer le standard, etc., etc. Bon, quand on regarde la liste des pays qui se font l'avocat du Qatar, ce sont tous les pays qui sont dépendants économiquement, très directement, du Qatar, qui avaient à l'occasion d'ailleurs dépêché une quarantaine de diplomates au moment du Conseil pour exercer un lobbying très précis sur tous ceux qui avaient le droit de vote pour... Donc là, tout ça pour vous dire que la règle du consensus, on l'a fait voler parce qu'on a estimé qu'on était sur un problème de principe, on était sur les questions de droits de l'homme. Et donc consensus voulait dire qu'il aurait fallu attendre, non pas une unanimité, mais enfin disons qu'une grande majorité de l'Assemblée, puisque si vous n'avez que 28 États qui votent, 14 travailleurs, 14 employeurs, en même temps tout le monde a le droit à la parole. 28 États votent, mais tous les États peuvent prendre la parole sur une question donnée. Donc si on avait écouté la salle, en fonction de la tonalité, c'est vrai que ce sont d'abord les soutiens au Qatar qui étaient les plus nombreux. Et donc si la présidence avait fonctionné comme à l'habitude, à prendre les décisions en fonction de ce qui se prononce dans la salle, à la limite, le Qatar avait raison. Sauf qu'on avait regardé la composition du conseil d'administration, et là on a demandé l'organisation d'un vote. Un collège a la possibilité de demander un vote. On l'a fait à dessein pour contraindre aussi les États, parce que si vous votez, là, c'est un autre... il faut choisir son camp, quelque part. Il faut soit venir en soutien, soit accompagner la demande, comme c'est statutairement possible, la demande de commission d'enquête. Donc ça a représenté, notre demande de vote a représenté un élément de pression sur les États. Et certains ont demandé du temps pour réfléchir, demander conseil au ministère des Affaires étrangères. Enfin bref, on est aussi dans la diplomatie internationale dans ce genre de situation. C'est une question sociale qui est posée, mais on sait bien que les États se comportent aussi par alliance, et alliance à de multiples points de vue. Alliance économique, financière, diplomatique, géographique parfois, bref. Et donc on a demandé un vote, on a emporté le vote. On a eu gain de cause. Une majorité des États a approuvé notre demande. En fait, il y a eu un nouveau rapport. Enfin bref, je passe. C'est encore d'actualité. On va encore avoir la situation du Qatar à l'ordre du jour à la fin du mois, là, sur une nouvelle séance du Conseil. Les employeurs se sont divisés. Une petite partie n'a pas voulu voter la résolution. La majeure partie a quand même voté la résolution, heureusement. Il y a des choses qui sont quand même assez indéfendables. Enfin, certains arrivent à les défendre malgré tout. Bon, ça existe. Donc on a quand même emporté la résolution. Mais pour le reste du temps, on essaye de prendre les décisions par consensus. Alors, qui dit consensus dit pas unanimité. Mais s'il y a suffisamment de prise de parole pour appuyer une proposition de décision et qu'il n'y a pas d'opposition qui s'exprime ouvertement dans la salle, on considère que la décision peut être prise. Voilà la mécanique de... Bon, ceci dit... on a plusieurs points de conflit importants avec les employeurs, c'est-à-dire que aujourd'hui, par exemple, on ne voit pas de nouvelles conventions internationales poindre à l'horizon. Alors que le travail évolue, que les organisations économiques évoluent à une échelle considérable. Alors non seulement on n'arrive pas à mettre sur pied de nouvelles conventions internationales du travail, mais les employeurs ont tendance à vouloir revenir sur les conventions existantes. Je vous donne un exemple, ça fait 4 ans maintenant, on a une forte offensive sur la Convention 87 à propos du droit de grève. Ça fait 60 ans, depuis 1944,
qui a une forme de jurisprudence, c'est-à-dire que les experts, lorsqu'il y a des plaintes, et dans les pays principalement où le droit syndical n'est pas protégé, ce sont des syndicalistes qui font appel à l'OIT lorsqu'ils sont menacés, lorsque une armée tire sur des piquets de grève. Ça existe aujourd'hui dans le monde. Enfin, je vous en passe des meilleurs. Des pays où on assassine des syndicalistes pour quelques dollars. Enfin bon, des situations très lourdes. Mais sans aller à l'extrême, il y a aussi des infractions beaucoup plus courantes au fait syndical ou au droit de grève. Des réquisitions, des États qui réquisitionnent des ouvriers alors qu'ils devraient pouvoir exercer leur droit de grève légitimement. Dès lors qu'il n'y a pas la Constitution, ces syndicalistes font appel à l'Organisation internationale du travail. Et depuis 60 ans, les experts, puisque ce sont eux qui sont interpellés pour dire ce qu'il en est du droit, notamment s'agissant du droit de grève, apprécient si les syndicalistes, de leur point de vue, étaient dans leur bon droit. Alors, tout le monde sait, et ça c'est une jurisprudence qui ne pose pas de problème en soi à personne, on sait qu'il y a des catégories de professionnels pour lesquels le droit de grève est encadré, voire même interdit. Il y a certaines professions où le droit de grève n'est pas possible, parce que leur activité sert la collectivité. Du personnel de protection civile, des pompiers, des gardiens de prison. Bon, on n'imagine pas que tous les gardiens de prison s'en aillent, défilent, et laissent les portes ouvertes en plus. Vous voyez, ça ferait un petit peu désordre. L'armée, il y a des pays où le droit syndical existe dans l'armée, mais le droit de grève, bon. Mais par contre, pour tous les autres, les experts sont à même de dire non, il n'y a pas d'atteinte à la sécurité de la population, donc cette grève est légitime quelque part. Donc ça a fonctionné pendant 60 ans. Et maintenant, les employeurs disent non, nous, on considère que cette convention 87, elle ne protège le droit de grève que dans les pays où la Constitution ou la loi le permet. Donc ils remettent en cause le côté universel de cette liberté fondamentale. Et là, on est sur vraiment un rapport de force très tendu, parce qu'on arrive de moins en moins à faire reconnaître à des travailleurs dont la Constitution ne le prévoit pas, qu'ils doivent aussi être protégés par la Convention, qui est une convention fondamentale censée protéger tous les travailleurs du monde. Alors, c'est aussi, il y a une approche qui est aussi liée, et pas uniquement chez les employeurs, il y a quelques représentants gouvernementaux aussi qui sont porteurs de cette vision, c'est qu'aujourd'hui, il faudrait laisser le marché libre d'entrave, quoi. Il faut alléger les contraintes administratives. Et le droit du travail ferait partie des contraintes administratives à leurs yeux. Alors là, il y a une énorme contradiction, notamment chez les employeurs, c'est que d'un côté, ils promeuvent un espace économique global, un monde ouvert pour faire les affaires, pour la circulation des marchandises, pour réaliser les profits qu'ils souhaitent réaliser à l'échelle de la planète. Et de ce point de vue-là, ils demandent aux États de lever les barrières douanières, les barrières administratives. Il faut faciliter un échange maximisé, en quelque sorte. Par contre, pour le droit social, ils veulent nous renvoyer État par État. Et là, vous comprenez bien qu'il y a quelque chose qui ne va pas, quoi. Donc on a cette offensive-là. Donc la légitimité même d'une convention internationale du travail est aujourd'hui dans le collimateur. Le principe même de convention internationale n'est pas garanti sur le long terme, alors qu'il faudrait sans doute réviser la consistance, réviser les moyens de les faire respecter, mais on ne peut pas à la fois avoir globalisation économique et segmentation sociale comme ce qui se produit déjà aujourd'hui, très largement. D'autres questions ? Merci pour votre présentation. Je reviendrai sur une des propositions que vous nous avez présentées en disant qu'il faudrait que l'OIT ait plus un droit de sanction, de contrôle plus important sur les firmes et les multinationales. Or, vous disiez aussi que dans très peu de temps, 2 salariés sur 5 vont dépendre des multinationales. Donc ma question est comment, et effectivement vous proposiez que les sanctions soient la sanction la plus importante, ce soit que la multinationale ne puisse plus exercer son activité. Donc dans ce contexte-là, comment on peut envisager
justement d'avoir un contrôle et une sanction sur ces multinationales, parce que le chantage derrière, ça fait 2 salariés sur 5 qui se retrouvent... Oui, je comprends oui. Je comprends tout à fait votre question. Le but, c'est pas de l'interdire de mener son activité, c'est de modifier son comportement. Une entreprise qui existe, elle respecte le code du commerce parce qu'elle veut continuer son activité. Elle ne se pose même pas la question, sauf les truands. Bon, les truands chercheront à être en infraction mais je ne prends pas le cas des truands au sens où délibérément on s'efforce d'être en infraction délibérément, de manière organisée, structurée. Au passage, un autre chiffre que je trouve aussi très illustratif. La masse des profits réalisés illégalement par le seul travail des enfants, le travail forcé, représente 150 milliards de dollars par an aujourd'hui. Vous voyez ce que ça représente. Là, par contre, c'est des truands dans la mesure où on touche aux droits humains. Là, on est sur les conventions fondamentales. Hein. Donc c'est considérable. Donc une entreprise qui ne cherche pas, à part des truands, à enfreindre les règles du commerce, notamment toutes celles qui ont pignon sur rue, parce qu'elles savent que si elles sont détectées, elles vont être rapidement remises dans les clous, soit par des amendes, voire même cesser leur activité. Mais une entreprise, son but, ça n'est pas de cesser son activité, c'est de la maintenir, y compris de maintenir ses zones de profit. Donc, elle se met à respecter les règles. S'il y avait une incitation, au moins une incitation et un contrôle à faire en sorte que le commerce s'exerce en respectant les normes sociales, ça devrait être une conduite, je dirais, normale. Ça serait intégré dans la manière de produire. Et non pas rajouter comme un plus. Alors, ça me permet aussi d'évoquer au moins deux autres institutions dont on n'a pas encore parlé, qui montrent aussi sur quoi on peut faire évoluer les prérogatives. Je vais évoquer le Fonds monétaire international et l'Organisation mondiale du commerce. Aujourd'hui, le FMI, et c'est là que les États ont sans doute eu dans leur histoire des choix un peu hypocrites, parce qu'ils ont créé l'OIT, dont ils ont relancé la mission en 1944, mais depuis 1944, il y a d'autres institutions mondiales qui ont été mises sur pied, l'Organisation mondiale du commerce, le FMI, à qui là, ils ont donné des prérogatives et surtout des outils qui permettent de contourner, voire d'entraver l'objectif de l'OIT. Je prends quelques exemples. Le FMI, par exemple, qui a ce rôle de prêteur, au nom de la communauté internationale, vis-à-vis d'un certain nombre d'États en difficulté. Ça fait l'actualité récurrente ces dernières années. Le FMI peut dire à la Grèce, par exemple, bon, j'accepte de vous prêter de l'argent, mais je mets mes conditions. Et dans les conditions que le FMI peut mettre, c'est le non-respect de certaines conventions internationales du travail. Je vous demande de baisser le niveau des retraites de manière unilatérale. C'est une infraction à la convention qui protège le résultat de la négociation collective. En Roumanie, c'est je vous demande de mettre entre parenthèses certains articles du Code du travail. Au Portugal, c'est certaines conventions collectives. Il y a plusieurs millions de travailleurs au Portugal qui sont sortis de la couverture des conventions collectives par les injonctions. Donc là, par exemple, on serait en droit de dire le FMI, qui demeure un prêteur mondial, continue sa mission, mais ne peut en aucun cas demander en contrepartie l'infraction aux règles internationales du travail. Les règles internationales du travail s'imposent de fait à toute autre institution mondiale. Aujourd'hui, ça n'est pas le cas. Et l'OMC, même mécanique. Donc voilà, pour revenir à votre question, l'objectif, c'est de faire en sorte que les normes, les droits sociaux soient intégrés comme l'obligation numéro 1 dans les règles du commerce, y compris pour une multinationale. Et à ce moment-là, se posera pas la question de savoir si on doit les respecter, pas les respecter. Article 1, il faut les respecter. Mais c'est vrai que ça change tous les ressorts à partir desquels le commerce mondial s'effectue aujourd'hui, et ça déplace effectivement les zones de profit ou les marges qui peuvent être faites, notamment par ce moins-disant social, parce que naturellement tout ça n'est pas neutre d'un point de vue financier, hein, c'est évident.